Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Snoop Dogg now officially owns Death Row Records, so congratulations to him. Snoop is also expected to acquire some of the label's music rights. That includes his and those of other artists. In a statement, Snoop says it's an extremely meaningful moment for him and he believes the label has immense untapped future value. Qui l'eût cru il y a 20 ans? Sérieux. Snoop Dogg, propriétaire de Death Row Records, label qui a lancé sa carrière mais qui a aussi failli y mettre un terme. À la fin des années 90, le rappeur de Long Beach était en très mauvais termes avec Suge Knight, son ancien producteur, qui lui a fait vivre le pire pendant les quelques années sous sa houlette. Après son départ du roster de Suge, Snoop Dogg était non seulement fauché, mais en plus de ça, il s'était fait de nouveaux ennemis. Mais avec de la patience et un sens du business hors du commun, Snoop Dogg a réussi à faire une remontada des plus impressionnantes, lui permettant ainsi de racheter aujourd'hui son ancien label Death Row. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours business et marketing de Snoop Dogg parce que c'est un artiste assez particulier qui a réussi à se positionner correctement selon les époques et à faire en sorte de toujours exister dans l'œil du public. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker et de commenter un maximum. Je me suis vraiment rendu compte que dans ces dernières vidéos, j'ai assez peu de likes sur mes vidéos. Donc c'est vraiment dommage parce que quand vous likez pas, et ben la vidéo n'est pas recommandée, donc des gens ne peuvent pas découvrir. Donc ce qui veut dire que potentiellement Iconic peut s'arrêter. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai. En vrai, lorsque vous likez pas, ça impacte la chaîne. Donc si vous voulez vraiment soutenir, likez un maximum cette vidéo, surtout lorsque le sujet vous intéresse. Ici, c'est Major Love qui te parle, a.k.a. Major Kells, interdit en moins de 18 ans quand même. Pour ceux qui ont la référence. J'ai cru comprendre que tu te sens seul ces derniers temps. C'est pourquoi je suis là pour te présenter une application pour régler ce problème. Fruits. Fruits est une application de rencontre qui te met en relation avec des personnes ayant les mêmes envies que toi. Ouais, Playboy, les mêmes envies. Donc fini les malentendus, désormais tout est clair dès le départ. Et c'est un véritable gain de temps pour tout le monde. Alors, comment ça se matérialise tout ça? Chaque fruit de l'application représente ce que tu recherches. Et c'est visible par tous comme ça, c'est honnête et no judgment. Alors, la cerise, c'est si tu vises une relation sérieuse, comme Jay-Z et Beyoncé. Attention à ne pas passer de la cerise au citron, parce que sinon ça donne des limonades. Limonade, Beyoncé, l'album de la tromperie. Il y a aussi la grappe de raisin, si tu veux faire connaissance avec la personne sans nécessairement aller jusqu'au bout, boire un verre. Ça, c'est pour les plus patients, je les appelle les ASAP Rocky. Tu vois, tu deviens ami avec la personne, tu cultives ta proie, tu la vois marcher, se dandiner, tu vois, t'es à côté, tu regardes, et tu es prêt à attendre des mois, voire des années, hein. ASAP Rocky, c'était même 10 ans, les gars. Et là, d'un coup, tu attaques ta proie. Tu as aussi la pastèque, c'est pour des câlins récurrents sans pépins. Ça, c'est pour mes Jada Pinkett Smith et mes August Alsina. Parce que non, pas de préjugés. Les femmes aussi aiment ce type de relation. D'ailleurs, vous, les femmes de ma communauté, je vous invite vivement à rejoindre l'application. Par contre, j'ai dit Jada Pinkett Smith. Je guette quand même si la baffe ne va pas arriver de nulle part, là, parce que bon. Et enfin, la pêche. Par contre, là, c'est toi et elle ce soir, direct. Ra, ra, ra. Lorsque tu matches, ça donne un smoothie. Et avant de pouvoir parler avec la personne, il faut choisir une question et les deux doivent y répondre avant de commencer la conversation. Ça évite donc les « salut, ça va ?» Alors, le lien de l'application Fruit se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Et là, je laisse la main à Major et qui est Chris d'Iconic reprendre la suite. Salut. Aussi, petite chose, j'ai lancé le podcast Iconic sur Culture. Il est disponible sur YouTube, sur cette chaîne, en vidéo, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Vous l'avez dans la description. Le premier épisode que j'ai sorti, c'est avec Lonnie Miller. Alors, si tu n'as pas le courage de te taper les 2 heures de vidéo, tu as une chaîne clip de mon podcast sur Culture, où en fait, tu peux regarder des petits passages du podcast. Et si tu apprécies, peut-être que tu regarderas l'entièreté du podcast. En tout cas, abonne-toi à cette chaîne-là et n'hésite pas à aller nous écouter sur les plateformes de streaming ou sur cette chaîne. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut y aller. Sans plus attendre, on y va. From the depths of the sea, back
C'est avec ce single que Snoop Dogg catapulte sa carrière solo. Ce single du nom de What's My Name est le premier single de Doggy Style, le premier album de Snoop Dogg. Après s'être présenté au monde sur The Chronic, le premier album cette fois-ci de Dr. Dre, il était temps pour Snoop Dogg de sortir son propre premier projet et ça a été un succès retentissant. Il débute à la première place des Billboards avec 800 000 copies écoulées la première semaine. Incroyable hein, les chiffres. Là on est sur des chiffres très Dre-esques si tu vois ce que je veux dire. Tout comme Dr. Dre, Snoop Dogg est signé chez Death Row, le plus grand label West Coast de l'époque dirigé par Suge Knight. He made everybody piss in the bucket. What? He was one of the people that worked there, and he made that one mistake. You know, Suge pop him up a little bit, pop, then sit him down in the bathroom. Where's the bucket? Get that bucket. You gotta drink this, or I'm just gonna whoop your ass. For real. Non seulement il était à la tête du plus grand label de musique de rap West Coast de l'époque, mais c'était aussi l'homme le plus craint de ce milieu. Alors il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur Suge Knight et en particulier comment il a financé Death Row, notamment avec l'aide de Vanilla Ice. Enfin, je sais pas si on peut parler d'aide puisqu'il s'est fait voler. Mais bref, j'ai sorti cette vidéo. Si tu es passé à travers cette vidéo, je t'invite à la regarder. Elle apparaît dès maintenant. Donc va la checker parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. Et surtout, tu vas comprendre dans quel état d'esprit les gens étaient dans les années 80-90 à LA. En plus de régner en terreur sur le monde de la musique à LA à cette période-là, Suge Knight avait réussi à faire quelque chose d'assez inédit. Il avait réussi à faire cohabiter des Crips et des Bloods dans un même label. Incroyable. Snoop Dogg, c'était un Rolling 20 Crip de Long Beach. Corrupt, c'était un Rolling 60 Crip de South Los Angeles et de Philadelphie, parce qu'avant il habitait à Philadelphie, mais bref, un petit détail pour ceux qui connaissent, comme ça ils me diront pas que je l'ai pas dit. Tupac, c'est devenu un Mob Piru, donc un Bloods, et Suge Knight, c'était aussi lui-même un Blood Piru. Et tout l'entourage de Suge Knight, Mob James, etc., étaient tous des Bloods. Donc un mix assez bizarre. Mais au départ, ils arrivaient à cohabiter. I mean, that's what Suge liked about us. You know, these were some big Bloods, man. You know, they was the elders. They was straight from the pen and huge. And we these little young Crips. We was just kids. They respected our crippin'. Like, look at these little niggas. These boys solid. Pour ce qui est de Snoop Dogg, c'était l'une des superstars, si ce n'est la plus grande star du label à ce moment-là. Il avait sorti Doggy Style d'abord, qui a été 4 fois platine, et ensuite il a sorti Godfather, 2 fois platine, et je te parle même pas de tous les projets auxquels il a participé à côté, Dog Pound, etc., qui ont tous cartonné. Donc à partir de là, Snoop Dogg se révèle comme étant la nouvelle superstar du rap. Cependant, il se rend compte petit à petit d'une chose, il ne sait absolument rien de ce qui se passe autour de lui. Bon, quand je dis qu'il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, je ne parle pas de la musique, parce que effectivement, comme je te l'ai dit, c'est une superstar, il est aimé, etc. Donc ça, cet aspect, il le maîtrise plutôt bien. Quand je te dis qu'il ne maîtrise pas ce qu'il se passe autour de lui, je parle plutôt des revenus qu'il génère, des papiers de sa voiture, des papiers de là où il habite. En fait, Snoop Dogg ne sait absolument rien et Snoop Dogg n'avait le contrôle sur absolument rien du tout. I let them control everything because I trusted them and I felt like they wouldn't do me wrong. They put me in the game. Au début, Suge réussissait à l'endormir sur une bonne partie de ses revenus puisque Snoop Dogg était en procès. Et donc, Suge lui expliquait qu'une bonne partie des revenus qu'il générait était réinvestis directement dans l'armée d'avocats pour l'aider à se sortir de son procès pour meurtre. Alors, je sais pas si tu te rappelles de Murder Was a Case, le morceau de Snoop Dogg. C'est justement directement inspiré de ce procès de Snoop Dogg. À ce moment-là, il était accusé de complicité de meurtre, mais il a réussi à s'en sortir. Dans cette période-là, effectivement, beaucoup d'avocats étaient sur le dossier de Snoop Dogg, et donc Suge Knight avait réussi à lui faire croire que l'argent qu'il générait allait plutôt là-bas, donc il fallait pas trop qu'il se pose de questions. Mais après le procès, le problème a persisté. Le procès a eu lieu entre les deux albums, Doggy Style et Dogfather, et même après Dogfather, Snoop n'avait pas vraiment connaissance de ce qui se passait autour de lui financièrement. Il touchait assez peu d'argent par rapport à ce qu'il générait, et à ce moment-là, il ne savait même pas ce que c'était des éditions. You mean I wrote all the deep cover, I wrote all the G thing, I wrote all the Dre Day, I wrote 70% of the Chronic, wrote all damn near 80% of Doggy Style, wrote 70% of Warren G album, wrote 50% of Dog Pound album, wrote 60% of Murder Was a Case,
And what is a publishing check? We don't know what that is. Alors, publishing, en français, c'est édition. Et qu'est-ce que c'est les éditions? C'est ce que touche l'auteur-compositeur, donc la personne qui va écrire le texte ou la personne qui va composer, donc le beatmaker, de l'exploitation d'une musique qu'ils ont créée. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc là, on a l'impression d'être dans une vidéo du site. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé un site internet avec des contenus exclusifs. Récemment, on a lancé une vidéo sur le développement artistique, sur comment aborder le développement artistique lorsque l'on commence de zéro. J'ai aussi une vidéo sur les types de contrats dans l'industrie de la musique, contrats de distribution, de licence d'artistes et label deal. On a fait aussi plusieurs LSD sur TD, QC et OVO. Et là, on va rentrer dans la saison streetwear. Donc, il y aura un nouveau super lancement qui va se faire. Il y aura une vidéo sur Supreme, Fear of God, des conseils pour lancer une marque de vêtements. Bref, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc, si tu es intéressé par ces contenus, c'est un abonnement. Il n'y a pas d'engagement. Tu peux t'arrêter à n'importe quel moment. Et tu peux aussi nous poser directement tes questions si tu en as. Donc, tout se passe dans la description. Le premier lien est là. Maintenant que j'ai dit tout ça, je reprends sur la vidéo. Et d'ailleurs, ce que Snoop dit, c'est que jusqu'à ce jour, il n'a absolument rien touché. Et d'ailleurs, il explique qu'à cette époque-là, l'argent dans la musique ne coulait pas à flot. Un show à l'époque, c'était 15K. Aujourd'hui, les petits rappeurs que tu vois, c'est du 30-40K. Donc ça a vraiment changé. Et il explique aussi que le plus d'argent qu'il ait touché à cette époque-là, c'était pour une publicité qu'il avait faite pour Saint Hyde, une bière. Je te montre la pub. Et il explique avoir touché $100 000. Et c'était le plus gros chèque qu'il avait touché à l'époque de Death Row. Je sais pas si tu te rends compte, c'était quand même la période où il devait générer un max de thunes. Donc, au vu de ce que je t'explique, la situation se dégrade de plus en plus avec Death Row. Alors, pour des raisons monétaires, mais pas que. On est dans les environs de 95-96. Et qui dit 95-96 dans l'industrie de la musique, dit la guerre East Coast-West Coast. Et en fait, Snoop Dogg s'est fait interviewer par Angie Martinez, une personnalité dans le monde des médias aux États-Unis, qui a encore pignon sur rue aujourd'hui. Et lors de cette interview, il explique qu'il n'a aucun problème avec Bad Boy et avec les rappeurs de la East Coast, globalement. Et en fait, il faut savoir que Snoop Dogg, jusqu'à ce jour, c'est un rappeur qui a toujours été pour l'unité. Ça a jamais vraiment été un rappeur des embrouilles. Et déjà à cette époque-là, il avait conscience que ça pouvait aller loin. Et donc, c'était une manière pour lui, on va dire, de tendre la main aux artistes de la East Coast. Sauf que ça n'a pas plu du tout à son camp, Death Row, et en particulier à Suge Knight et à Tupac, qui lui, pour le coup, était réellement investi dans cette guerre East Coast-West Coast. Et donc le fait qu'il ait dit ça, eh ben ça l'a mis en très mauvais termes avec Tupac et aussi avec Suge Knight. Et il y a quelques mois, je t'ai fait un son, une histoire sur Death Row East, le morceau de Nas, où il revient sur sa confrontation avec Tupac à New York. Et justement dans cette période-là, dans cette période où Tupac s'est rendu à New York et a confronté Nas, Snoop Dogg était présent. Mais Snoop Dogg était en très mauvais termes avec Tupac pendant ce voyage. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est l'une des meilleures vidéos que j'ai sorties ces derniers mois et je pense que vous allez apprendre énormément de choses. Et donc dans cette période-là, Snoop Dogg était en mauvais termes avec Tupac, en mauvais termes avec Suge Knight. Et justement au retour de ce voyage, Snoop Dogg était avec son équipe, sa sécurité, et ils étaient supposés prendre l'avion privé de Death Row. Et devant l'avion privé, Suge Knight a dit à l'équipe de Snoop Dogg que c'était impossible pour elle de rejoindre Snoop Dogg dans l'avion privé. Contrairement d'ailleurs à tous les autres artistes qui étaient là. Tous les autres artistes avaient leurs équipes et ils étaient autorisés à monter dans l'avion. Mais dans le cas de Snoop Dogg, c'était le seul qui ne pouvait pas faire ça. Donc en fait, il s'est retrouvé en quelque sorte seul dans cet avion. Donc une situation dangereuse. Et Snoop Dogg explique que dans l'avion, avant de dormir, il a pris un couteau et une fourchette et il s'est couvert avec un drap. Et si quelqu'un tentait quelque chose, direct il se faisait planter. Blah, 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 blah. Donc Snoop, il était en mode creep. Tu vois ce que je veux dire? Si tu m'approches, je te baise. Donc finalement, ils arrivent à l'aéroport de Los Angeles. Snoop Dogg tente une dernière fois une approche vers Tupac. Ce dernier l'ignore et ce sera d'ailleurs la dernière interaction entre les deux artistes. Quelques temps plus tard, Tupac se fait assassiner. Et d'ailleurs, tu noteras que dans le clip Sky is the Limit, Snoop Dogg est représenté en enfant lui aussi. Une manière de confirmer que Bad Boy et Snoop Dogg étaient en bons termes. So what is your relationship with Suge Knight and with Biggie Small? My relationship with Suge Knight, that's my CEO, my partner, my homeboy, my love. Biggie Smalls, he's an artist that I listen to his music, I love his work. There's no beef, it's nothing personal. I don't hate him and I don't disrespect him and I love what he do, you know what I'm saying? And it's just me, I'm just a smooth, peaceful individual. I don't have beef with nobody right now, baby. Très peu de temps plus tard, Tupac se fait assassiner, donc comme je te l'ai dit, et Suge Knight viole sa liberté conditionnelle suite à la bagarre à Las Vegas. Donc cette fameuse bagarre qui a entraîné donc la mort de Tupac. Donc Suge Knight est renvoyé en prison, et donc à ce moment-là, les tensions entre Suge Knight et Snoop avaient atteint leur paroxysme. Suge Knight était tout simplement devenu le pire ennemi de Snoop.
Snoop Dogg connaît une véritable descente aux enfers entre 1996 et 1998. Le rappeur est fauché car il ne touche aucun revenu résiduel venant de ses précédents albums et Suge Knight ne voulait pas le libérer de son contrat. Désespéré, Snoop Dogg était sur le point d'opter pour une décision suicidaire. Il allait enregistrer un album nommé Fuck Death Row qui allait sortir dans le label de Mac 10 ou Banging Records pour $1 million. Donc il s'est dit, je sors cet album, je me fais $1 million et je leur dis de tous aller se faire enculer. En même temps, je le comprends. En pleine préparation de cet album, Snoop Dogg se rend régulièrement chez Priority Records, le distributeur de Who Banging Records, et qui s'avère être aussi le distributeur de Death Row Records. Parce que initialement, Death Row Records était signé chez Universal, mais le contrat a été rompu et ils ont signé un contrat de distribution avec Priority Records. Donc ils étaient là-bas, mais il y avait aussi Rockefeller qui est arrivé et No Limit Records, le label de Master P. Ces labels avaient un contrat de distribution avec Priority Records. Ce qui veut dire que ces derniers étaient en charge de la fabrication des CD et de la commercialisation dans les magasins. Donc à cette époque-là, ce rôle-là était ultra important. Les labels aujourd'hui qui font de la distribution, c'est en majorité sur les plateformes de streaming, mais à cette époque-là, c'était la fabrication physique de CD parce que ça se vendait les CD. Et donc Snoop va régulièrement chez Priority Records pour aller à la rencontre de Mac 10 et de parler de cet album. Et l'une de ces fois où il se rend donc chez Priority Records, il tombe sur un artiste de No Limit Records. Ce rappeur, c'est Mystikal, l'une des stars du label No Limit, connu pour son énergie débordante et sa passion pour Michael Jackson. Et donc Mystikal l'arrête dans les couloirs, donc il se présente et Mystikal le demande en featuring dans l'un de ses morceaux. Snoop Dogg accepte et lorsque Mystikal lui demande combien ça va lui faire, Snoop Dogg est fauché à ce moment-là, il lui dit 3500 c'est très bien, donc c'est vraiment rien lorsque tu y penses pour un artiste qui a fait 4 fois platine avec l'un de ses projets et 2 fois platine avec l'autre, mais enfin. Donc Mystikal accepte et Master P était dans la boucle. Et donc lorsque Snoop Dogg se rend en studio pour enregistrer le morceau, Master P s'approche de lui et au lieu de lui tendre un chèque de $3500, il lui tend un chèque de $35 000. Il avait ajouté un zéro, poteau. C'est un prince, Master P. Snoop Dogg était refait. Et donc, un peu plus tard, Master P l'appelle dans son bureau et lui demande sur quoi tu travailles, c'est quoi tes projets. Et Snoop Dogg lui dit, ouais, écoute, je suis sur cet album qui va s'appeler Death Row. Et lorsque Master P entend ça, il fait wow, il ferme la porte de son bureau et lui dit, écoute Snoop, tu vas pas vivre assez longtemps pour voir cet album sortir. Oublie cet album, même pour $1 million, ça n'en vaut pas la peine. Et Master P lui dit aussi, écoute, j'ai envie de te signer, laisse-moi te faire une offre. Je vais essayer de gérer ton contrat avec Suge Knight, on va essayer de trouver une solution. Et c'est ainsi que Master P est allé en prison pour tenter de négocier avec le diable. Et il a finalement trouvé un terrain d'entente avec ce dernier. I'm not a part of Death Row no more. I'm on No Limit Records right now. I'm looking towards the future. The past is the past. Death Row, it was what it was, but it was more negative than positive. And right now I'm surrounding myself with positivity. So whenever I speak on Death Row, it brings back bad vibes and I don't really like dwelling on it. Pour récupérer Snoop chez No Limit Records, ça a coûté la modique somme de $4,5 millions, en plus d'environ 5 à 7% sur tous les projets qui allaient sortir chez No Limit, ce qui veut dire que finalement, il a pris un beau billet, le Suge Knight. Mais Snoop Dogg était libéré et ça en a valu la peine. Et pour la première fois, Snoop va être apprécié à sa juste valeur. En plus d'aider Snoop à relancer sa carrière, Master P va prendre le temps d'expliquer à ce dernier comment l'industrie de la musique fonctionne, les éditions, les différents types de contrats, etc. Et Snoop Dogg sortira 3 albums chez No Limit Records. The game is to be sold, not to be told. Je pense que c'est en référence à ce qu'il a vécu. Et il y a aussi No Limit Top Dog et enfin The Last Meal. Et avec Master P, il développera aussi sa carrière dans le cinéma. Il aura notamment un rôle dans le film Hot Boys, il aura un vrai rôle de gangster d'ailleurs, c'est un badass dans le film. Il se refait une santé financière, il se relance. Alors, pour être honnête, c'est pas la période où Snoop Dogg fait la meilleure musique selon moi, mais en tout cas, ce que Master P a réussi à faire avec lui, c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a quelques années, je vous ai fait une vidéo sur Master P à LSD. Franchement, il y en a beaucoup qui ont raté cette vidéo. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo. Et donc, ce qu'il explique, c'est que il a appris dans les années 90 le show business. Il a maîtrisé le show avec Death Row et il a maîtrisé le business avec No Limit. Well, Master P showed me how to put a label together,
how to go get money, how to eat, how to make money off my tours, how to make money off of movies, how to create a different lane for me to be seen differently. Et à partir de là, il a été inarrêtable. Alors qu'il était toujours signé chez No Limit Records, Snoop a lancé son label Doggy Style Records, en partenariat avec TVT Records. Et il a recréé un groupe qu'il avait lancé dans les années 90 du nom de The Eastsiders, avec notamment Goldie Locke et Trey D. Et lorsqu'il a relancé comme ça ce label, Master P n'a pas touché un rond de tout ça. Master P l'a laissé faire son argent. Si ce n'est pas du love, ça, je ne sais pas ce que c'est. Master P, un prince. Alors oui, comme je te l'ai dit, le début des années 2000, c'était l'excellence pour Snoop Dogg. Moi d'ailleurs, lorsque je pense au début des années 2000, c'est la période où je découvre l'artiste et que j'écoute Dre 2001, Chronic 2001 et Exhibit. Et c'est là où vraiment je découvre Snoop. Oh no, big Snoop Dogg, back up in the heezy baby. So there you have it. A, B, C, D, P, G, C. Top dog, by them all, yeah, I'm burning it up. D, P, G, C, you should be turning it up. Representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Donc oui, le début des années 2000 est un franc succès pour Snoop. Par contre, il y a eu quand même quelques merdes. Dans les merdes, il y en a eu une en particulier, c'est avec The Eastsiders. Les membres du groupe, en particulier Trey D, s'est retourné contre Snoop car ce dernier ne lui aurait pas payé ses royalties. Et cette embrouille est plutôt allée loin puisque ces deux se sont tirés dessus. Il y a une fusillade au studio de Snoop Dogg. Et lorsque tu vois ça, tu te dis mais est-ce que finalement Snoop n'aurait pas fait ce qu'on lui a fait subir? Hassoul, à vous de juger. En dehors de ça, Snoop Dogg a fait décoller son business dans les années 2000 en mettant en pratique ce qu'il avait appris avec Master P. Il va tout d'abord lancer son propre label, Doggy Style Records. Il a désormais le contrôle sur toutes ses œuvres. Avec ce label flambant neuf, il fallait que Snoop Dogg puisse se réinventer parce que finalement, Dr. Dre avait signé Eminem à cette période-là et lui-même, musicalement parlant, ça faisait déjà presque 10 ans qu'il était dans ce délire G-Funk, gangster rap, etc. Et il avait justement peur que ça s'essouffle, donc il fallait qu'il se renouvelle. Et justement, Snoop Dogg voulait changer son image et devenir plus accessible au grand public. Parce que justement, il avait conscience, en particulier à cette époque, que cette image de gangster, certes, ça faisait vendre des CD, mais c'était très difficile d'avoir des contrats publicitaires lorsque tu avais cette image. Donc il s'est dit qu'il fallait qu'il se lisse de plus en plus pour faire un meilleur business. Et puis de son côté aussi, il ne voulait plus diffuser toujours cette image de négativité que le hip-hop avait diffusée dans les années 90 avec la guerre East Coast-West Coast, avec son procès pour meurtre. Non, il voulait diffuser de l'amour. Et il s'est dit, de toute façon, j'ai envie de proposer autre chose. Je ne suis pas que un gangster. Et c'est là où Snoop Dogg a opéré une vraie transformation. Et pour opérer cette transformation, il lui fallait un nouveau producteur. Un producteur à la hauteur de ses ambitions. Un producteur qui avait fait ses armes dans le hip-hop et qui, en même temps, avait déjà connu des succès avec de véritables pop stars. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à collaborer avec Pharrell Williams. Pharrell Williams connaissait déjà des succès planétaires. Il avait produit notamment des hits comme I Am Slave For You de Britney Spears. Et dans cette période-là, Pharrell était déjà on fire. Il avait produit pour Nori, pour Ray J, pour un tas de monde. Et à chaque fois que Snoop demandait à quelqu'un qui est-ce qui a produit cet instru mortel, on lui donnait à chaque fois le même nom, Pharrell. Il se dit, mais ce Pharrell-là, faut que je le rencontre. Je pense que c'est le gars dont j'ai besoin pour me renouveler. Like, I just started hearing your name with all of these different dope beats. I'm like, man, I gotta work with that motherfucker right there. And that's when I was in to go find that young dope nigga and work with him. You was ahead of everybody else because you had music that fit everybody. Et c'est à partir de là qu'est née l'une des collaborations les plus prolifiques des années 2000 entre un artiste et un producteur. La combinaison parfaite pour Snoop Dogg qui va lui permettre de se hisser au top des charts. Sur tous les projets que Snoop sortira dans les années 2000, Pharrell et les Neptunes joueront un rôle majeur dans les succès de Snoop. Little Cupid, looking like a student, long hair with your big fat booty. Looking at the ladies, all of them fly. Et c'est d'ailleurs avec lui qu'il obtiendra son premier numéro 1, Drop It Like It's Hot. Et lorsque tu écoutes la plupart des sons qui vont sortir dans les années 2000, c'est pas des sons qui sont totalement rap, c'est des sons qui sont à la fois funk, R&B et rap.
C'est en fait ces trois composantes-là avec lesquelles Snoop va composer pour créer des hits en fait. Et d'ailleurs, Charlie Wilson jouera un rôle majeur aussi sur certains des hits. Et donc ce côté funky, c'était l'un des seuls artistes à adopter ce credo-là. Donc il avait vraiment créé son propre couloir. Mais au départ, Pharrell Williams pensait que Church to the Palace serait le hit de Snoop avec lui, mais finalement ça a été Beautiful. Snoop Dogg explique d'ailleurs que le morceau Signs avec Justin Timberlake et Charlie Wilson a eu un énorme succès à l'étranger. Il ne peut pas faire une date en dehors des US sans performer ce son. Et donc justement, impact à l'international avec des morceaux très accessibles. Je sais aussi que des morceaux comme Beautiful ou Drop It Like It's Hot, c'est des morceaux qui ont cartonné chez nous. Donc des morceaux où Snoop Dogg apparaît comme quelqu'un de plutôt sympathique. Donc on peut dire que c'est mission accomplie pour l'ouverture dont je t'ai parlé. Mais cette ouverture, il ne l'a pas fait uniquement dans la musique. Alors, comme je te l'ai dit, Snoop Dogg marche sur les pas de Master P. Marche sur les pas, j'abuse. Je dirais plutôt que Snoop Dogg s'inspire de Master P. Et qu'est-ce que Master P a fait très tôt dans sa carrière? Se diversifier. Eh bien, c'est exactement ce que Snoop Dogg va faire. Et en particulier, ce sera dans le cinéma. Dès le début des années 2000, Snoop Dogg lance Snoopadelic Films, qui est une société de production de films et de shows télévisés. Et justement, au lieu de se cantonner à ce rôle de gangster qu'il a pu avoir dans le film Hot Boys avec Master P, justement Snoop va avoir une approche complètement différente. Il va proposer différentes versions de lui. Snoop Dogg va diversifier ses identités. Et parmi ses identités, tout d'abord, tu as Snoop Dogg, la superstar. Tu l'as dans quelques-uns des films. Soul Plane, par exemple. Hey y'all, what's crackin'? This is your Soul Plane chauffeur. Tu as Snoop Dogg ensuite, le gangster. Alors là, c'est le Snoop Dogg de Baby Boy. Tu as aussi le funky Snoop Dogg, l'héritier de George Clinton. Par exemple dans le film Starsky et Hutch ou encore dans le clip Sexual Seduction. Et tu as aussi le Snoop Dogg Pimp, qui était d'ailleurs très populaire à cette époque-là. Aujourd'hui, il ne le serait absolument pas. Aujourd'hui, il serait cancel. Ouais, les temps ont changé, les amis. Brûle ton DVD de Bussin' Up. They wanna break your mind, Jack. But the game is too strong. Why should we let you and the pimp lead in the doom? Et puis je peux continuer comme ça, hein. Tu as aussi Snoop Lion, le Snoop Reggae, tu as le Snoop Gospel, tu as aussi le Snoop film d'horreur. Il a fait pas mal de films d'horreur à l'époque. Snoop Dogg, c'est le rappeur qui a réussi le mieux à décliner son personnage. Et ce personnage, il a réussi à le glisser dans des films ou alors dans de la musique. Et avec Snoopadelic, il a connu quelques succès. Il y a eu notamment le film Bussin' Up, dont j'ai parlé, où c'est un pimp. Et sur le petit écran, il y a un show que tout le monde a oublié. Aujourd'hui, lorsque tu parles d'un rappeur qui a un show à la télé, en particulier sur MTV, tu penses tout de suite à Pimp My Ride avec Exhibit. En même temps, c'est vrai, ce show a cartonné. Mais avant Exhibit et Pimp My Ride, tu avais Snoop Doggy Fizzle. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Là, je parle aux plus vieux, mais bon, il y a aussi des jeunes qui ont connu. Mais est-ce que vous vous rappelez de ce show? Yes, off the hizzle, for shizzle, for rizzle. This is the show we call Doggy Fizzle. Snoop Doggy Fizzle était un show télévisé qui mettait en scène plusieurs sketchs télévisés sur MTV dans le style de Chappelle Show ou plus récemment de 50 Central. Ça a cartonné sur MTV et surtout partout dans le monde. Moi je me rappelle à l'époque où quand j'étais fan de Snoop Dogg et tout, et les gens de mon collège savaient que j'aimais bien le rap américain, nanana, et ben on me parlait souvent de Snoop Doggy Fizzle. On me disait hey, t'as regardé Snoop Doggy Fizzle? Et donc Snoop Dogg avait vraiment une image accessible que tout le monde aimait. Il était rigolo, mais en même temps il était pas ridicule. Et ça à mon avis ça a aidé quelques années plus tard à avoir sa télé-réalité Snoop Dogg Fatherhood et ensuite son émission avec Martha Stewart. À mon avis, ce show a fortement contribué à lisser l'image de Snoop en le rendant accessible et drôle. En parlant de malléable, il y a aussi une autre industrie où Snoop Dogg s'est lancé. Mais les gens ont oublié, c'est l'industrie du prône. Là, je viens d'inverser le O et le R. Bon voilà, ça donne ce que ça donne. Snoop Dogg s'était lancé dans cette industrie-là au début des années 2000 avec le film Snoop Doggy Style. Et pour le coup, on parle du vrai Doggy Style. Wow, on coupe. Je tiens ma monétisation là, oh. Grosse vidéo comme ça, là, je vais pas quand même couper la monétisation, t'es baisé. Alors Snoop est totalement serein dans les années 2010. Tout d'abord, il se réconcilie avec Trady, l'ancien membre des Eastsiders. Il a fait des featuring avec lui et ils sont en train de régler ce problème de royalties. Tu vois, ça se fait avec le temps. Mais en tout cas, les deux sont en bon terme. L'ouverture qu'il a opérée dans les années 2000 a été un franc succès. Aujourd'hui, il peut se permettre de faire des trucs mais complètement loufoques et les gens clairement sont là pour ça. Et oui, on se rappelle des morceaux pop qu'il a fait. Kiss her, touch her, squeeze her on. I just wanna make you sweat. I
Bon là, le Snoop Guetta, ils ont carrément forcé. David Guetta, je t'adore, mais là vraiment ce morceau il était éclaté, hein, je vais pas vous mentir, il était nul. Mais ça a fait du fric. Et c'est d'ailleurs à cause de ce morceau que Mark n'écoutait plus du tout de rap dans cette période-là. Hein. C'est là où il est rentré dans son délire J.D. là, tout ça là. C'est à cause de ce genre de morceau là, à cette époque là, électro-rap là. Et aussi autre chose, j'en ai pas trop parlé dans la partie précédente, mais Snoop Dogg est l'une des personnalités, si ce n'est la personnalité, à avoir fait le plus de publicité. Franchement, je crois qu'il a fait plus d'argent avec les pubs et avec tous ses business en dehors de la musique qu'avec la musique. Le gars était vraiment partout. Il a fait un nombre d'endorsements impressionnant. Le mec t'a tout vendu. Là, je pense Master P était fier de lui. Il lui dit bravo. What up, though? You know me. Snoop D-O-double-G. J-U-S-T-E-A-T. We talked about this. Et dans les années 2010, il a continué à étendre son empire, bien évidemment. Pourquoi s'arrêter? Alors il a profité de la légalisation du cannabis pour se lancer dans cette industrie. Il a investi dans une application qui livre de l'herbe à domicile et dans plein d'autres business autour du cannabis. Il s'est lancé dans le e-sport récemment en organisant un tournoi pour les fumeurs de cannabis du nom de Gangsta Gaming League. En parlant de fumeurs de cannabis, il a trouvé son héritier. Hein. Il était d'ailleurs parti en tournée avec lui, Wiz Khalifa. Et plus récemment, il s'est lancé même dans la metaverse. Et ça, on va y revenir. Et enfin, il y a eu Suge Knight, parce qu'à un moment donné, Suge Knight était libre dans les années 2010. Et quel était l'état de leur relation à ce moment précis? Alors, ils se sont rencontrés par inadvertance dans un hôtel à Las Vegas. Snoop Dogg et toute son équipe y étaient, et tu as Suge Knight qui s'approche de Snoop Dogg en disant « Hey, Doggy Dogg !» Et là, t'as toute l'équipe de Snoop qui pète un câble, qui voit que c'est Suge, et ils étaient prêts à attaquer, quoi. Et là, Suge lui a dit « Hey, dis-leur de se calmer, je viens en paix !» Snoop dit à son équipe de se calmer, et Snoop est en train de faire quelque chose, donc il le fait patienter. Il dit « Je finis mon truc, et ensuite on va se voir. » Et donc Snoop monte dans sa chambre d'hôtel, il envoie l'un des gars de sa sécurité lui donner l'une des cartes de la chambre d'hôtel de Snoop, et il demande à tout le monde de partir, de vider la chambre. Il ne voulait que lui et Suge Knight dans cette pièce. Donc tout le monde descend et Suge Knight le rejoint. Et là, la conversation commence. Et là, t'as Snoop Dogg qui commence avec « You know I love you, right ?» Bon, déjà, quand les carrés commencent avec cette phrase-là, ça n'annonce rien de très bon, ok? En général, c'est pas très positif. Mais bon, et Suge Knight lui répond « Hey, I love you too !» Et là, Snoop Dogg lui demande « Mais pourquoi alors t'as essayé de me tuer ?» Parce que là, je suis pas trop revenu là-dessus, parce que c'est des histoires de rue, etc. Mais apparemment, Suge aurait tenté des solutions radicales sur Snoop. À partir de là, ils ont discuté et Snoop Dogg lui a dit « You know what? I forgave you. » Et à partir de là, c'était terminé. Les deux étaient en bons termes. Ils ont d'ailleurs été vus quelques temps plus tard en boîte de nuit en train de faire la fête ensemble. Et c'était une manière pour Snoop Dogg d'enterrer la hache de guerre. Et ça a toujours été ça en fait avec Snoop Dogg. Le but, c'est pour lui de diffuser l'amour. Donc à partir de là, il n'avait plus d'ennemis. Bon, sauf 6ix9ine. Bon, enfin bref. Et depuis quelques années, Snoop Dogg revient petit à petit aux sources. Il avait relancé Doggy Style Records au milieu des années 2010 parce qu'à un moment donné, le label avait pris fin. Il est devenu consultant pour Def Jam. Ça, c'était l'année dernière. There's a new creative consultant, Def Jam Records. Executive. And you're looking at him right now. Il a d'ailleurs sorti un album là-bas. Alors, comme tous les rappeurs, Snoop Dogg, c'était un gros fan de l'époque Def Jam des années 80 et 90. C'est d'ailleurs lui, à l'époque, qui avait fait en sorte que Warren G signe chez Def Jam plutôt que chez Death Row, parce qu'il avait conscience de ce qui se passait de son côté, donc il voulait absolument pas que la même chose arrive à Warren G. Donc, il a toujours apprécié Def Jam. Et quelques jours avant son immense performance au Super Bowl, Snoop Dogg a fait une annonce tonitruante. Il vient de racheter Death Row Records. Le label avait fermé ses portes au milieu des années 2000. Il a été racheté par E1 Entertainment en 2013, une société qui possède notamment Peppa Pig. La société avait acquis la marque et les droits d'exploitation du catalogue de Death Row. En 2019, Hasbro, une société de jouets, a racheté E1 pour 4 milliards, ce qui a fait d'elle la propriétaire de Death Row Records. Et Hasbro a ensuite revendu E1 Music à Blackstone Group, un fonds d'investissement. Et donc en février 2022, E1 Music s'est transformé en MNRK Music Group, a annoncé revendre les droits d'exploitation de Death Row Records à Snoop Dogg et progressivement, il acquérira les masters d'enregistrement de certains albums qui sont sortis à l'époque dans Death Row Records. D'après ce que j'ai compris, tous les projets de Tupac qui sont sortis chez Death Row retournent à son estate, donc la société qui gère tous les projets en rapport avec Tupac, et The Chronic serait retourné à Dr. Dre. Mais en dehors de ça, tous les autres masters d'enregistrement seront en la possession de Snoop Dogg. En plus d'avoir une longévité hors du commun dans la musique, Snoop
Snoop Dogg a su manœuvrer avec brio son personal branding pour développer une variété de business qui lui ont rapporté un maximum. Bien sûr, il n'y a pas eu que des réussites, mais il faut dire que le résultat reste hors du commun. D'après Forbes, sa fortune serait estimée à 150 millions de dollars à ce jour. Et récemment, Snoop Dogg a déclaré autre chose. Death Row ne sera pas un label de musique classique, ce sera un label de musique en NFT. Voilà ce qu'il a dit sur Clubhouse. Death Row sera un label NFT. Nous allons faire passer nos artistes par la Metaverse et par une toute autre chaîne de musique. Snoop Dogg a déjà fait parler avec la Metaverse il y a quelques temps en créant en décembre dernier sa propre Metaverse, la Snoopverse. Et d'ailleurs au sein duquel un utilisateur de NFT a payé 450 000 $ pour devenir le voisin virtuel du rappeur. Quoi ce délire? Là, on rentre dans un délire de NFT, Metaverse avec le hip-hop. Alors du coup, ça soulève le sujet des NFT, de la Metaverse et de la musique. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez du projet futur de Snoop Dogg? Ça promet d'être lourd? Ça promet d'être éclaté au sol? Ou alors, on se laisse un petit peu de temps pour voir où est-ce que ça va nous mener? Dites-moi tout en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, de mon côté, je suis en train de travailler sur une vidéo sur les NFT et l'industrie de la musique. Est-ce que les NFT vont révolutionner l'industrie de la musique? J'ai d'ailleurs animé une table ronde le mois dernier à ce sujet-là, mais là, dans une vidéo, je vais rentrer vraiment dans les détails, essayer de vous apporter un maximum d'infos, un maximum de likes, s'il vous plaît, pour cette vidéo, parce que déjà, c'était beaucoup de travail, mais aussi pour la prochaine vidéo qui va arriver dans ce sujet. Alors, je sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après, mais en tout cas, elle arrive bientôt. Donc, je compte sur vous pour un maximum de likes. Explosez ce bouton, s'il vous plaît, un maximum de commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez. La vidéo se termine là. Alors, moi, je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, le compte Instagram d'Iconic, mon compte perso. J'ai des looks incroyables là-bas. On a des contenus originaux qui sont produits régulièrement. Et bien sûr, suivez-nous aussi sur TikTok. Je vous laisse regarder le premier commentaire qui est épinglé et nous, on se dit à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!